Bonjour à tous, donc on va essayer de corriger ensemble l'activité 1, qu'est-ce que l'électricité et ses grandeurs, et voir les points importants. Donc au programme aujourd'hui, comme d'habitude, il y avait la mémorisation, les automatismes et la nouvelle activité. Donc le point de vue qui permet d'étudier un mouvement, vous aviez 4 propositions. La bonne proposition, c'était le référentiel. La trajectoire d'un wagonnet de manège montagne russe est-ce que c'est en looping et descriptible curviligne ou tordu? C'était juste pour vous faire trouver le bon mot de vocabulaire qui était du coup curviligne. Une pomme tombe, choisissez ci-dessous les propositions qui précisent correctement. Donc les propositions, ça sous-entend plus de une. Et si vous aviez bien compris ce chapitre-là, ça voulait dire que un mouvement est toujours déterminé par deux informations. L'information de sa trajectoire, est-ce que c'est circulaire, curviligne ou rectiligne? C'est rectiligne. Et par l'évolution de sa vitesse, est-ce que c'est un mouvement ralenti, accéléré ou uniforme? Là, on a un mouvement accéléré. Toujours deux informations. Pour l'avion ici, c'était la même chose. On voit qu'il a un mouvement qui lui est circulaire et un mouvement uniforme, puisqu'on voit que tous les avions sont espacés de la même distance entre deux photons. Parmi les formules suivantes, cochez là où les formules qui sont correctes. Donc vous aviez plein de propositions pour arriver à retrouver dans ces propositions-là quelle était la bonne formule pour calculer la vitesse, pour calculer la distance, pour calculer le temps. Donc la bonne formule de la vitesse était V égale D sur T. Donc celle-ci c'est faux, celle-ci c'est faux. Si V égale D sur T, D est égal à V fois T, c'était celle-ci. Et on repart toujours à la première, si V égale D sur T, alors T égale D sur V. T égale D sur V. Hop. Conversion. Un automobiliste parcourt une distance de 542 km en 4 heures et 6 minutes. Calculer sa vitesse en km par heure. Donc, km par heure, vous devez faire la distance en kilomètres, elle est déjà mise, 542, il n'y a pas de conversion à faire. Et en heure, les 4 heures et 6 minutes, vous ne pouvez pas les laisser comme ça. Il faut faire attention. Un piège dans lequel vous tombez souvent, c'est de vous dire que 4 heures et 6 minutes, c'est 4,6 heures. Ce qu'il faut. Il faut faire attention. Si une heure, c'est 60 minutes. Donc 6 minutes, en fait, c'est 1/10 d'heure, donc c'est 0,1. Donc le temps ici, c'était 4,1 heures. Donc vous faisiez 542 divisé par 4,1. Vous arrondissez au dixième, donc avec un chiffre après la virgule. Et pour rappel, pour mettre un point ou une virgule, il faut mettre un point et pas la virgule. Donc quand vous faisiez le calcul, vous obteniez 132,2 km par heure. Formule chimique. L'endorphine est un neurotransmetteur, une hormone produite par le cerveau utilisée par les neurones dans la communication du système nerveux. Cette substance chimique transportée par le sang améliore la communication. C'est une hormone du plaisir et du bien-être. C'est une hormone que vous sécrétez lorsque vous faites des choses qui vous font plaisir. Elle a pour composition atomique 45 atomes de carbone, 63 atomes d'hydrogène, 10 d'azote, 15 d'oxygène et 1 atome de soufre. L'atome de soufre, c'était nouveau, vous n'aviez pas l'habitude, mais je vous précisais que l'atome de soufre avait pour symbole S et qu'il s'écrivait à la fin de la formule chimique. Donc, comme d'habitude, on faisait C45, H63, N10, O15. Donc ça, c'est l'ordre normal, CHNO. Et ensuite, vous rajoutiez le soufre. Il n'y avait qu'un seul atome de soufre à mettre à la fin. Conversion de vitesse. Un aigle peut atteindre la vitesse de 126 km/h lorsqu'il chasse. Quelle est sa valeur de vitesse en mètres par seconde? Là, c'est l'astuce à utiliser, mais je vous le fais faire plusieurs fois pour ne pas l'oublier. Quand vous avez une vitesse qui est donnée en km/h, pour la placer en mètres par seconde, vous devez simplement diviser par 3,6. Donc vous deviez faire 126 divisé par 3,6 et vous obteniez 31 mètres par seconde. Donc passons maintenant à la nouvelle activité. C'est le dernier thème de l'année. C'est un thème qui est important, que normalement vous commencez à voir en 5e et que vous finissez de voir en 3e pour le brevet. Et souvent, en 3e, on n'a pas beaucoup de temps pour le voir. Donc c'est pour ça qu'il faut être concentré et être efficace dès la 4e. Donc c'est le thème sur l'électricité, les différentes grandeurs d'un circuit électrique, donc l'intensité, la tension, les appareils de mesure. On va essayer de revoir tout ça. Donc là, vous aviez une vidéo qui vous expliquait qu'est-ce que l'électricité. Donc vous le lanciez et vous appreniez que l'électricité, il y a des choses qui circulent, qu'on fait des branchements, que ça provient de l'énergie électrique, etc., etc.
Et là, vous aviez des questions. Donc, qu'est-ce que l'électricité? En première question, c'était refaire une définition. Donc, le courant électrique ou électricité est le déplacement de particules électriques provoquées par l'homme ou naturel. Donc, un courant électrique, c'est un déplacement de particules qui sont chargées. Donc, il y a deux types de charges dans les atomes. Donc, vous aviez vu avec moi toute l'année là ce qu'étaient les atomes, les molécules. Là, on va un petit peu plus loin, puisque à l'intérieur des atomes, il y a encore des particules plus petites. Donc, les protons sont des charges positives et les électrons sont des charges négatives. Ici, vous avez un schéma. Donc, c'était un modèle, d'accord? Donc, c'est une représentation. Ce n'est pas exactement la réalité, mais ça nous permet de vous dessiner. Il fallait placer les mots proton, électron et noyau. Donc, le proton, c'est la charge positive qui est à l'intérieur du noyau. Le noyau, vous voyez, il y a autre chose. Il y a deux types de sphères à l'intérieur, verte et grise. Pour l'instant, on n'en parle pas. Et l'électron, lui, il est à l'extérieur, il est rouge, il tourne autour du noyau. Quelles sont les particules responsables du courant électrique? Donc, vous avez les protons, les électrons libres ou le noyau. Donc le noyau, déjà, ce n'est pas une particule qu'on enlève. Il reste protons, électrons et électrons libres. Et vous apprenez dans la vidéo que c'est les particules négatives, c'est les électrons, et particulièrement ceux qui sont libres, c'est-à-dire ceux qui peuvent se déplacer, sortir de l'atome. Certaines matières conduisent facilement le courant électrique, ce sont des conducteurs, d'autres ne conduisent pas bien, ce sont des isolants. Ces deux informations, vous les avez déjà vues depuis la 6e lorsqu'on étudie la matière. Donc je vais les faire plus simple, plus vite. Ce que vous devez retenir, c'est que les conducteurs sont toujours des matériaux qui contiennent une partie de métal. Le courant circule dans un sens. Eh oui, forcément. L'animation suivante, elle va vous montrer un circuit électrique très simple, une ampoule avec un générateur. Et vous allez voir dans cette animation que le courant circule. Le but de cette animation, c'est de vous rappeler, au cas où vous aviez oublié, comment circule ce courant. Donc là, vous avez le générateur, vous voyez la borne plus, la borne moins. Pourquoi est-ce qu'il y en a une qui est appelée plus et une qui est appelée moins? C'est justement pour pouvoir dire dans quel sens va le courant électrique. Ici, vous avez ces petites flèches rouges qui le montrent, ce sens du courant. Donc finalement, si on refait une phrase avec ce qu'on vient de voir, on voit que le courant, il sort, donc c'était représenté par la petite flèche rouge, il sort par la borne positive du générateur et il entre par la borne négative. Donc le courant électrique, il va toujours du plus vers le moins. Donc vous savez que les particules responsables du courant électrique sont les électrons. Là maintenant, c'est la même animation, mais il n'y a plus de flèches, il y a des points. En fait, les points rouges, ça représente les électrons qui se déplacent. Et là, normalement, si vous avez suivi, il y a quelque chose qui vous choque. Parce que vous voyez que les points rouges, au lieu de sortir par le plus, ils sortent par le moins. C'est un petit peu le contraire de ce qu'on vient de dire. Donc du coup, cette animation nous montre que les électrons ils se déplacent pas du plus vers le moins, mais du moins vers le plus. Et bien oui. Donc c'est ça qu'il faut retenir. Ce qu'il faut retenir, c'est que par convention, le courant électrique sort de la borne positive et revient à la borne négative. Donc c'est une convention, on a décidé de toujours dessiner le sens du courant qui sort du plus vers le moins. Mais en réalité, une fois qu'on a eu décidé ce sens, on a pu, grâce à de nouvelles technologies, on a pu vérifier dans quel sens effectivement les électrons se déplaçaient. Et eux, les électrons, c'est dans l'autre sens. Mais comme toute convention, une fois que ça a été décidé, tout le monde le respecte. Donc lorsque vous ferez des schémas, lorsque vous regarderez les circuits électriques, il faudra toujours placer votre petite flèche du sens du courant qui va du plus vers le moins tout le temps. Relier correctement les éléments entre eux. Donc là, c'était une question de vocabulaire. Il y avait des choses qui étaient faciles, conducteur isolant, circuit électrique, d'autres un peu moins. Donc le dipôle générateur, récepteur, qu'est-ce que ça voulait dire? Normalement, par déduction, vous deviez arriver à trouver. Et vous deviez arriver à cette liste-là. Donc le conducteur isolant, je passe rapidement. Le dipôle, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un composant électrique qui comporte deux bornes. Une borne d'entrée et une borne de sortie. Par exemple, vous avez déjà tous fait quelques petits montages d'électricité. Quand vous avez vos petits boîtiers qui contiennent une ampoule, vous avez toujours deux trous. Un pour mettre un fil, l'autre pour mettre un fil. Et en fait, c'est ça un dipôle. Ça veut dire que le courant il rentre d'un côté et il ressort de l'autre. C'est la définition. Après, il peut être soit générateur, soit récepteur. Donc il est générateur quand c'est lui qui va produire le courant, par exemple une pile ou un générateur.
il va être récepteur quand il reçoit le courant, par exemple une ampoule. Donc pour que le courant électrique circule, il faut que le circuit soit. Donc ça, c'est quelque chose qu'on vous répète depuis des années, que normalement vous devez savoir. Est-ce qu'il faut que le circuit soit ouvert ou il soit fermé? Évidemment, il faut que le circuit soit fermé, sinon les électrons ils s'arrêtent au niveau de l'ouverture. Les électrons ne peuvent pas sauter. Donc un circuit peut inclure différents types de dipôles. Là, c'était pour essayer de vous faire sentir un petit peu les différences entre les deux, vérifier que vous aviez bien compris. Donc vous aviez à gauche les dipôles générateurs, à droite les dipôles récepteurs. Donc lorsqu'on regarde le classement, dipôles générateurs, tous ceux qui fournissent ces piles générateurs, et à droite vous aviez tous les autres. Donc, regardons maintenant ensemble les grandeurs qui définissent donc l'intensité et la tension dans un circuit. Donc ça, c'est des grandeurs que vous avez vues en 5e, mais qui peuvent vous poser des difficultés pour comprendre ce que c'est. Cette vidéo, je la trouvais vraiment bien, parce qu'elle permettait de faire l'analogie entre une station de ski et un circuit. Et de savoir, du coup, l'intensité et la tension, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça peut représenter dans le circuit. Et une fois qu'on a compris ça, on arrive à les mesurer facilement. Donc vous regardez cette vidéo, et après vous aviez du coup 2 petites fiches. Cette première, qui est une fiche interactive, qui permettait de recenser, de rassembler toutes les informations à savoir sur l'intensité du courant électrique. Donc là, vous aviez l'unité, la définition, qu'est-ce qu'on mesure et comment est-ce qu'on le mesure. Alors, à partir de là, on devait réussir à faire notre phrase. Donc, le courant électrique est dû au déplacement des grains d'électricité qu'on appelle aussi des électrons. On est en train de parler, de l'intensité. Donc, l'intensité du courant électrique est une grandeur physique correspondant à et c'est là où il y avait l'analogie par rapport à la station de ski, mais c'est aussi une analogie que vous pouvez avoir par rapport à des voitures sur une autoroute. Plus l'intensité du courant est importante, plus d'électrons se déplacent, comme vous pouvez avoir plus la circulation des voitures sur l'autoroute est dense, plus il y a de voitures qui sont dans cette circulation. Donc c'est dû à la quantité d'électrons traversant le circuit en une seconde, c'est un débit. L'intensité électrique, donc là vous avez plusieurs réponses, c'était pour vérifier. Donc le symbole c'est I, en abrégé, il se mesure en ampères, le symbole A. Vous aviez d'autres étiquettes pour vérifier que vous saviez bien et que c'était pas juste de la déduction. La deuxième grandeur qu'on se rappelle là, c'est la tension électrique. Pareil, unité, grandeur, appareil de mesure. Et avec ces informations-là, on refaisait la description de cette grandeur. Donc pour qu'un courant électrique puisse traverser les dipôles récepteurs, un pôle moteur, ils doivent être soumis à une tension électrique. C'est ce qui était comparé dans la vidéo sur la station de ski, c'est ce qui était comparé à une différence d'altitude. On disait que pour qu'un skieur il puisse descendre une piste de ski, pour qu'il puisse glisser, pour qu'il puisse skier, il fallait absolument qu'il prenne d'un moyen à un autre de l'altitude. Donc avec un télésiège, un téléski, il fallait qu'il arrive en haut de la piste pour avoir une différence d'altitude et pour pouvoir skier en glissant. Et bien pour le courant électrique, c'est la même chose. La tension électrique, ça correspond à une différence, donc pas d'altitude, mais ça correspond à une différence. Et il faut que cette différence, elle existe d'un côté et de l'autre du dipôle pour que l'électricité, les courants, les électrons puissent se déplacer. Donc la tension électrique est un déséquilibre ou une différence de charge électrique entre la borne plus et la borne moins. Tous les générateurs ont une tension électrique à leur borne. La tension électrique que l'on note. Donc comment est-ce qu'on la note la tension? Est-ce qu'on la note A, U, V ou W? Donc on la note U. Elle se mesure en volts de symbole V. Donc il existe un appareil unique qui permet de mesurer ces différentes grandeurs. Vous l'avez déjà vu, c'est obligé en techno ou avant, ou lorsque vous étiez en primaire. Donc ça s'appelle un multimètre, ça ressemble à ça. Et en fait, il y a plusieurs bornes en bas pour brancher des fils et vous avez un bouton qui permet de vous mettre sur plein de branchements différents. Donc si on
met les branchements qui permettent de mesurer l'intensité. On l'appelle alors un ampèremètre. Si on l'utilise pour mesurer une tension, on l'appelle un voltmètre. Donc pour la partie ampèremètre, on va toujours mesurer l'intensité électrique en branchant l'ampèremètre en série. Donc c'est ce que je vous ai dit. L'intensité du courant, ça représente la quantité d'électrons qui parcourent les fils, qui parcourent le circuit. Et donc il faut qu'on place l'ampèremètre dans le circuit pour qu'il puisse être traversé par cette quantité d'électrons et que l'appareil, donc l'ampèremètre, puisse la mesurer. Donc on vous dit que le courant doit entrer par la borne A. Donc vous voyez ici, on a dit que le courant il va du plus vers le moins. Vous avez le plus, le fil qui part du plus de la pile, qui va à l'interrupteur et qui va donc à la borne A pour ampère du multimètre. Donc le courant il entre bien de ce côté par la borne A, il ressort par la borne con et si on voit, il va dans l'ampoule et il arrive bien à la partie moins de la pile. Là, vous aviez le symbole qui était noté. Et on a exactement la même chose pour le voltmètre. Donc le voltmètre, si on mesure donc une tension, lui, il ne s'insère pas dans le circuit. Son but, c'est pas de savoir combien d'électrons traversent le circuit. Son but, c'est de savoir quelle est la différence entre un côté et l'autre de n'importe quel composant qu'il y a dans le circuit. Donc c'est pour ça que lorsqu'on veut mesurer la tension de quelque chose, par exemple la tension de l'ampoule, on va toujours brancher les deux fils du voltmètre directement sur l'ampoule. Donc on n'ouvre pas le circuit, on ne met pas le multimètre dans le circuit, mais on le branche directement d'un côté et de l'autre de l'ampoule. Comme pour l'ampèremètre par contre, vous avez toujours le courant qui entre par la borne V de la mesure et qui ressort par la borne COM. Donc, application. La photographie ci-dessous représente un multimètre en cours d'utilisation. Quel nom porte-t-il avec ses branchements? Donc, vous voyez ici que vous avez un fil vert sur la borne COM qui est commune à tout le monde et vous avez un fil vert qui est branché sur le V. Donc, du coup, cet appareil il va mesurer des volts, donc une tension, et on va donc l'appeler un voltmètre. Cochez là où les bonnes réponses. Alors l'ampèremètre, est-ce qu'il se branche en série ou en dérivation? L'ampèremètre, c'est l'intensité, c'est le nombre d'électrons, donc c'est en série. Et ça mesure l'intensité du courant. Donc ici sur cette photo, vous avez deux appareils de mesure. On vous demandait d'écrire donc leur nom sans majuscule dans les étiquettes. Donc leur nom, c'est soit on est en branché en ampèremètre, soit on est branché en voltmètre. Donc ici, le bleu, vous voyez qu'il est dans le circuit, parce qu'il est relié d'un côté au générateur, d'un côté à l'ampoule. Donc lui, comme il est dans le circuit, et que vous voyez que dessus, il utilise la borne MA, milliampères, on a donc un ampèremètre. Et à gauche, vous avez ici le multimètre qui est branché avec les fils verts. Vous voyez qu'il est branché directement sur l'ampoule, à gauche et à droite de l'ampoule, et qu'il est relié à la borne V. Donc, c'est le voltmètre. Convertir une tension. Donc ici, c'était pour vous montrer que vous allez avoir besoin de convertir facilement les tensions et les intensités entre volts et millivolts ou ampères et milliampères. C'est exactement la même chose que lorsque vous convertissez des grammes en milligrammes ou des litres en millilitres. Donc 6,91 volts, ça fait 6910 millivolts, toujours sans unité, comme ça va l'habitude. Et l'intensité, si on a 327 mA, combien ça fait d'ampères? C'est comme quand on se pose la question, si on a 327 mg, combien ça fait de grammes? Donc ça fait 0,327 et on n'oublie pas que le point, on le fait avec un point et pas avec une virgule. Donc quelle est la valeur de la tension aux bornes de cette pile? On va refaire une phrase. Donc la tension aux bornes de la pile vaut 1,55 volts. Vous le voyez ici, écrit sur le multimètre qui, avec ses branchements, est un voltmètre. Quelle est la tension aux bornes de la lampe? Là, cette fois, on ne faisait plus de phrases, mais vous deviez cocher la bonne réponse. Donc, vous voyez que vous êtes en dérivation, donc vous êtes branché directement sur l'ampoule. Donc, c'est une tension. Donc, déjà, le I en milliampères, c'est pas possible.
il vous reste 3,52, U égale 3,52 et U égale 3,52 volts. Évidemment, vous voyez bien qu'il y a 3,52 qui est écrit sur le voltmètre, mais la bonne réponse lorsqu'on est en physique, c'est toujours écrire le symbole de l'unité, pardon, le symbole de la grandeur qu'on est en train d'étudier, la valeur numérique, puis l'unité. Donc la bonne réponse, c'était cette réponse-là qui était complète. Associer à chaque élément la valeur de sa tension électrique, c'était pour vous faire vous poser des questions sur le monde qui vous entoure et vous donner des idées, des ordres de grandeur des tensions. Donc le plus simple, évidemment, c'était la prise électrique. Normalement, vous devez déjà avoir entendu parler autour de vous qu'on est branché en 230 volts à la maison. Et donc par déduction, vous obtenez tous les autres, la pile plate, la foudre, la ligne haute tension et la batterie de téléphone. Si vous vous êtes trompé entre pile et batterie de téléphone, ça vous permet du coup de voir la différence entre les deux. Donc faisons le bilan des différences entre tension et intensité. Est-ce que l'appareil de mesure se branche en série, c'est pour l'intensité? Donc celui en dérivation, c'est la tension. Se mesure avec un voltmètre, c'est la tension qui a comme unité des volts. Et avec un ampèremètre, c'est donc l'intensité qui a comme unité des ampères. Et on associe nos deux symboles et on a nos différences entre les deux grandeurs. Donc voilà, donc cette activité elle est terminée. Il y avait beaucoup d'informations, oui, mais toutes ces informations ont normalement déjà été vues en 5e. Donc dans votre cahier, vous reprenez votre dernière page, vous changez une nouvelle page, vous écrivez en gros le thème 3, la sécurité électrique, c'est le dernier thème, on s'accroche. Et comme cette leçon comporte beaucoup de schémas, vous allez voir pourquoi, je vous propose de ne pas la recopier, cette fois-ci exceptionnellement, mais je vais vous la donner en format PDF. Donc aujourd'hui, en même temps que je vous mets la correction en ligne sur YouTube, vous aurez cette leçon en version PDF qui sera jointe à Pronote et également disponible sur le Padlet comme d'habitude. Donc à quoi ça ressemble? Vous avez thème 3, la sécurité électrique. Vous avez ce qu'il faut retenir de l'activité 1, celle qu'on vient de faire. Qu'est-ce que l'électricité? Ça reprend les définitions, le vocabulaire et les deux grandeurs électriques, intensité et courant. Qu'est-ce qu'on a appris sur ces deux grandeurs? Donc cette activité est terminée. Prenez bien soin de vous.